Il est 13 h, bonjour à tous, merci de votre attention. Tout de suite les titres à la une de l'actualité. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Vagondo Diomandé en mission en France dans le cadre d'un salon professionnel consacré à la sécurité intérieure des États a visité plusieurs stands et rencontré des professionnels du secteur de la sécurité. Occasion pour lui de rassurer le monde sportif sur les dispositions prises dans le cadre de la sécurisation de la CAN de football qui aura lieu au mois de janvier prochain. Nous sommes aujourd'hui le 18 novembre et chaque année à cette même date, la Côte d'Ivoire, à l'instar de plusieurs pays africains, célèbre la journée africaine de la statistique. Moderniser les écosystèmes de données pour accélérer la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. Tel est le thème retenu pour l'édition 2023. Au Libéria, avant la proclamation des résultats définitifs, le président sortant George Weah a admis hier vendredi sa défaite à l'élection présidentielle qui l'opposait à Joseph Boakai. Environ 2,4 millions de Libériens étaient appelés aux urnes mardi dernier. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous, merci de nous suivre en mission à Paris, en France, dans le cadre du 23e salon du Milipol, un salon professionnel consacré à la sécurité intérieure des États. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, a visité plusieurs stands et rencontré des professionnels du secteur de la sécurité. Il s'agissait pour le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité de s'imprégner des avancées technologiques du secteur et d'avoir une idée nette du matériel dont la Côte d'Ivoire a besoin pour sa sécurité. Depuis Paris, Issa Chonoyeo. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité en visite au 23e salon du Milipol à Paris, en France. Vagondo Diomandé sillonne plusieurs salons et participe à des rencontres B2B avec des professionnels du secteur de la sécurité. Il ne cache pas sa satisfaction quant à la participation de la Côte d'Ivoire à ce rendez-vous mondial sur la sécurité et la sécurité des pays. Nous devons voir une proposition très intéressante qui consiste à surveiller les frontières de façon efficace. C'est des solutions dont nos pays ont besoin. Mais au point où on est arrivé aujourd'hui en termes de technologie, une fois que nous aurons acquis cette technologie-là, beaucoup de problèmes sur nos frontières vont s'en retrouver résolus avec une grande efficacité, mais surtout avec une rapidité que nous recherchons toujours. En dehors de cela, la sécurité publique de chaque instant, aujourd'hui, connaît en termes de technologie une avancée très notable. Dans le cadre des enquêtes, dans le cadre de la gestion d'une crise, dans le cadre de la gestion d'un événement important, nous nous sommes rendus compte que les réflexions ont été menées et aujourd'hui il y a des solutions qui facilitent toutes ces enquêtes, toute la gestion des grands événements et qui vous montrent en temps réel ce qui se passe autour du point central où se déroule l'événement. Cette visite est aussi l'occasion pour lui de dévoiler le type d'équipement dont a besoin le pays. L'essentiel ici, c'est qu'il fasse bon vivre en Côte d'Ivoire et que tous ceux qui fréquentent notre pays se sentent en sécurité, mais soient effectivement en sécurité. L'événement que nous avons aujourd'hui en ligne de mire, c'est la CAN qui vient en janvier. Toute notre attention est portée sur cet événement, mais au passage, les fêtes de fin d'année vont s'inviter dans les débats. Au total, je peux dire qu'au regard de ce que j'ai vu, nous ne sommes pas aussi mal lotis que ça en Côte d'Ivoire. Il y a des améliorations à apporter que nous avons trouvées ici. Au retour, nous verrons dans quelle mesure acquérir ce qu'il nous faut dans les délais dont on a besoin, mais être en mesure de se projeter pour que la Côte d'Ivoire continue d'être ce pays fréquentable. Le ministre Vagondo Diomandé rassure le monde sportif que toutes les dispositions seront prises afin que la Côte d'Ivoire offre à l'Afrique une CAN exceptionnelle sur le plan de la sécurité. Et ici, en Côte d'Ivoire, lutte contre la corruption. Hier, vendredi, il y a eu signature d'un protocole d'accord entre la Haute Autorité pour la bonne gouvernance et la Banque ouest-africaine de développement. Les deux institutions veulent mutualiser leurs efforts dans le cadre de la promotion de la bonne gouvernance. Dangui Dangui.
Sur les chantiers de la lutte contre la corruption et les infractions assimilées, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance HABG et la Banque ouest-africaine de développement BOAD scellent une alliance. Cette alliance a pris officiellement forme ce vendredi dans les locaux de la HABG où les deux institutions ont signé un protocole d'accord. Juste avant, la Banque ouest-africaine de développement BOAD, par la voix de son vice-président, a réaffirmé son attachement à la bonne gouvernance. Ce protocole d'accord a pour objectif de créer les conditions pour une meilleure coopération entre la Banque ouest-africaine de développement et la Haute Autorité pour la bonne gouvernance en vue de prévenir, détecter, enquêter et combattre efficacement la corruption et les infractions assimilées dans ces manifestations transfrontalières. Cette politique de tolérance zéro vis-à-vis de la corruption est en phase avec le combat de la HABG qui admet par ailleurs que la lutte contre la corruption est une responsabilité partagée. Cette collaboration avec une banque de l'envergure de la BOAD est un signe fort de notre engagement en faveur de l'éthique et de l'intégrité dans l'environnement des affaires. En travaillant ensemble, nous pouvons mettre en place des systèmes de contrôle et des normes élevées qui garantissent la transparence, la reddition des comptes, l'intégrité et la promotion des pratiques éthiques dans nos transactions. Dans le cadre de sa croisade contre la corruption dans la sous-région, la Banque ouest-africaine de développement BOAD a déjà signé ce même protocole d'accord avec les institutions de promotion de la bonne gouvernance du Sénégal et du Togo. Et du côté du Sénat, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Samson Kambile, était face aux sénateurs pour leur soumettre une ratification d'ordonnance relative aux accidents de la route et une modification portant code de procédure pénale. Le reste de la suite justement de cette actualité avec notre reporter Kader Sogodogo. Jean Samson Kambile, garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, est un habitué des débats en commission au Sénat. Il y vient régulièrement. Il est présent à nouveau avec un projet de ratification instituant un juge unique pour connaître des délits en matière de police de la circulation et de ceux résultant des accidents de la voie publique. Une modification de la loi portant code de procédure pénale est également à noter. La vision ici est de donner un coup d'accélérateur à de nombreux dossiers judiciaires. Avec la recrudescence des accidents de la circulation, le gouvernement a souhaité voir les juridictions de plus en plus impliquées dans la répression de ces infractions. Et donc, pour aller dans le sens de la célérité, nous avons décidé donc d'instituer un juge unique, c'est-à-dire au lieu que ce soit une juridiction collégiale qui siège pour statuer sur les délits liés aux accidents en matière d'accidents de la circulation ou en matière de circulation, de police de la circulation, ça sera un seul juge. La ratification et la modification telles que présentées par le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Libertés publiques, sont passées à l'unanimité des sénateurs présents. Retour sur Abidjan où la nouvelle loi relative à l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation promulguée le 22 mai 2023 a été expliquée par le ministre de l'Enseignement supérieur Adama Diawara face aux acteurs de son département ministériel. Il a fait toute la lumière sur les manques à gagner ou insuffisances que vient corriger cette loi, à l'instauration par exemple d'une interdépendance entre la recherche, l'innovation et l'enseignement supérieur. C'était à l'Amphi A de l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. C'est Forazeki. L'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation en Côte d'Ivoire sont désormais régis par une loi, la loi relative à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation. Cette loi permet donc de corriger les insuffisances de l'ancienne loi, de telle sorte qu'elle établit cette interdépendance entre le couple recherche scientifique, innovation technologique et enseignement supérieur. Et ensuite, elle donne un nouveau statut aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique qui deviennent ce qu'on appelle des EPAST, c'est-à-dire des établissements publics administratifs à caractère scientifique et technologique. Ce qui permet à ces
établissements-là d'avoir un peu plus d'autonomie administrative et financière et ça permet également d'améliorer leur gouvernance. Cette loi vient résoudre les problèmes qui se posent avec acuité au sous-secteur enseignement supérieur et recherche scientifique. La loi, sur le plan de la formation, en tout cas apporte beaucoup de lisibilité, beaucoup de flexibilité. Les universités peuvent aujourd'hui ouvrir des écoles préparatoires, avoir des institutions universitaires de technologie. Au niveau de la recherche aussi, on voit que le problème épineux du financement est bien réglé, puisqu'aujourd'hui, nous allons pouvoir aller vers les 1% de PIB que nous souhaitons pour pouvoir financer la recherche. La loi baptisée Adama Diawara contribuera à asseoir une autonomie financière aux universités publiques du pays. Chaque université va signer un contrat de performance avec l'État de Côte d'Ivoire. Cela donne des droits, certes, mais cela donne aussi des responsabilités qui sont très importantes qu'il convient de combler, de réussir. L'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation constituent pour tout pays des leviers du développement économique et social. Adama Diawara, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, entame donc une tournée de sensibilisation et d'information sur la mise en œuvre de cette loi. Il était face aux différents responsables des structures sous sa tutelle. Un système qui est très concurrentiel. Donc, pour que nous puissions évidemment compétir à l'échelle internationale, il nous faut absolument arriver à améliorer cette autonomie et cette gouvernance. La nouvelle loi va permettre de régler le problème de l'insuffisance du financement de l'enseignement supérieur et celui de l'insuffisance d'enseignants dans certaines spécialités, entre autres. La nouvelle loi réaffirme l'implémentation du système licence master doctorat dans notre système d'enseignement supérieur avec tout ce que cela comporte, la semestrialisation des enseignements, l'organisation des enseignements en unité d'enseignement. Il y a par exemple le passage d'un cycle à l'autre qui va se faire par voie de sélection. Par exemple le passage du cycle 1, c'est-à-dire de la licence 3 au cycle 2, donc au master 1, va se faire par voie de sélection. De la même façon, le passage du cycle 2 au cycle 3, c'est-à-dire du master 2 au doctorat 1, se fera par voie de sélection. La nouvelle loi relative à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation a été promulguée le 22 mai 2023 par le président de la République, Alassane Ouattara. Deuxième titre de ce journal, nous sommes aujourd'hui le 18 novembre et chaque année à cette même date, la Côte d'Ivoire, à l'instar de plusieurs pays africains, célèbre la journée africaine de la statistique, à moderniser les écosystèmes de données pour accélérer la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. Tel est le thème retenu pour l'édition 2023, le message du gouvernement recueilli par Patricia Omouetia. Cette journée vise à sensibiliser le public sur l'importance des statistiques dans tous les domaines de la vie économique et sociale. Le thème retenu pour l'édition 2023 est « Moderniser les écosystèmes de données pour accélérer la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, le rôle de la statistique officielle et des mégadonnées dans la transformation économique et le développement durable de l'Afrique. » Ce thème a été choisi pour sensibiliser les décideurs, les partenaires techniques et financiers, les producteurs et utilisateurs de données, les chercheurs et le grand public à l'importance de la statistique officielle et des mégadonnées. En effet, la création de la ZLECAf concrétise le rêve des pères fondateurs de l'Organisation de l'Unité africaine, à savoir la mise en place d'un marché commun africain des biens et des services. Pour relever ces défis, d'importantes mesures ont été prises. Il s'agit de la création en 2020 d'un groupe de travail sur la transformation et la modernisation de la statistique officielle par la Commission africaine de statistiques. En Côte d'Ivoire, le gouvernement a initié la réforme du système statistique national qui vise à créer un environnement propice à la production et à la diffusion de statistiques de qualité. Les partenaires au développement, la société civile, le monde universitaire et le secteur privé sont invités à soutenir les actions initiées pour le développement d'un système statistique national capable de fournir des statistiques de haute qualité.
Et dans le nord du pays, 3 salles de classe et un service de santé scolaire et universitaire seront construits dans la commune de Boundiali grâce à une coopération entre l'UNICEF, l'agence coréenne de coopération internationale KOICA et le gouvernement ivoirien. Plus de 6 milliards de francs CFA seront investis dans les régions de la Bagoué, du Tchologo et du Poro. Soro Corona. Un bâtiment de 3 salles de classe au lycée Ibrahima Kouné de Boundiali et un service de santé scolaire et universitaire bientôt en construction de la commune. Ces 2 infrastructures seront conjointement réalisées dans les régions de la Bagoué, du Tchologo et du Poro. Un projet de l'UNICEF financé par l'agence coréenne de coopération internationale KOICA à plus de 6 milliards de francs CFA. Ces établissements de santé dédiés à la prise en charge de nos enfants permettra d'apporter des réponses idoines aux fléaux qui minent la jeunesse. Nous pouvons citer les grossesses précoces, les IST, VIH-Sida, la consommation de tabac, d'alcool et surtout de drogue. Les bénéficiaires sont reconnaissants à l'UNICEF et à la KOICA. Infiniment merci à nos donateurs pour le privilège qu'ils nous font, ce qui a permis d'élaborer le projet gouvernemental d'insertion à l'école de la seconde chance. Pour l'UNICEF et la KOICA, ces réalisations viendront améliorer les indicateurs d'accès et de qualité des apprentissages et des soins de santé. À travers ce programme, l'UNICEF appuie la mise en œuvre de la politique sectorielle de l'éducation et de la formation, ainsi que la stratégie nationale de santé des adolescents et des jeunes. Permettre aux élèves et adolescents de bénéficier d'un programme de santé approprié et contribuer à l'accès à un enseignement inclusif dans les 3 régions. À cette double cérémonie de pose de première pierre, des apprenants de l'enseignement technique et de la formation professionnelle en fin de formation ont reçu des kits d'installation. Les élèves du lycée Ibrahima Kouné n'ont pas été oubliés. Ils ont reçu également des kits scolaires. À Bangourou, les sociétés coopératives agricoles de la région de Landénie-Duablin et leurs partenaires, que sont Nestlé et le groupe Olam, viennent de faire un important don de 80 tonnes de vivres à l'ensemble des cantines scolaires de la région de Landénie-Duablin. Les élèves, vous le savez, certains élèves sont tenaillés par la faim pendant les cours. À travers cette action, les donateurs entendent permettre aux enfants d'apprendre sereinement à l'école. Soro Corona. Les premiers responsables de l'école dans Landénie-Duablin en général et ceux des cantines scolaires n'auront pas de mots justes pour traduire leur reconnaissance à leurs bienfaiteurs. 80 tonnes de vivres et non-vivres composés, entre autres, de 1290 sacs de riz, 213 cartons de boîtes de sardines, 357 bidons d'huile, offerts aux 51 cantines scolaires des écoles de Landénie-Duablin. Vous êtes en train de donner la chance aux enfants des membres des sociétés coopératives partenaires de constituer des ressources humaines compétentes pour le développement de notre pays, la Côte d'Ivoire, et ce grâce à leur présence assidue à l'école. Chers donateurs, sachez que chaque bouchée de riz ou de haricots que chaque enfant prendra à midi dans une de ces 51 cantines sera une bénédiction pour vous. Les responsables des sociétés coopératives et leurs partenaires ont situé le cadre de cette coopération. C'est une action qui, selon eux, entre dans la droite ligne du volet social de leurs différentes entreprises. Voir nos enfants heureux est la chose la plus importante que veulent tous les parents. Ces présents vont contribuer énormément à leur épanouissement social. Grâce à cet appui, les élèves des cantines scolaires bénéficiaires auront des repas chauds et équilibrés pendant 54 jours d'école et l'État leur ayant octroyé déjà 26 jours de vivres. Eh bien, ces apprenants auront au total 80 jours de repas chauds et équilibrés à l'école sur les 120 jours que dure en moyenne l'année scolaire. La vision du directeur, M. Ayekwe, est de permettre à chaque élève de ce pays de rester à l'école et d'avoir chaque jour un repas chaud et équilibré à midi. Selon Ivan Barloboum, sur 15 500 écoles primaires en Côte d'Ivoire, il n'existe seulement que 5 602 cantines scolaires et sur 3 millions d'élèves inscrits aux primaires, seulement 1 million d'irrationnels bénéficient d'un repas à la cantine et sur une courte durée.
Et vous l'avez certainement reconnu à la voix, ce reportage est signé Herman Yamien, notre correspondant dans l'Indénié Duablin. Le service grande enquête de la rédaction nous conduit dans l'univers des prêteurs à usure. On les appelle communément les margouillas. Dans l'urgence, ils se présentent à leurs éventuelles victimes comme une roue de secours. Et une fois le prêt contracté, le masque tombe, l'ange gardien devient le fossoyeur. Les taux d'intérêt élevés qu'ils appliquent conduisent au dépouillement financier de leurs victimes et ouvrent la voie à une dette sans fin du contractant. Cauchemar des fonctionnaires, l'on dénombre environ 72 000 victimes parmi eux. La pratique est interdite. Prêt à usure ou margouillat, le mal-être des fonctionnaires. Reportage Didier Nguessan. Cet instituteur en fonction à Yamoussoukro est tombé dans les mailles des prêteurs à usure en 2013 suite à des problèmes financiers. Le bulletin de salaire a été falsifié. Ma pièce d'identité a été falsifiée. Ils m'ont donné une attestation d'identité falsifiée. Voyez? Donc, on m'a fait changer. Beaucoup de papiers ont été falsifiés. Hein. Même la date d'entrée à la fonction publique, tout a été falsifié. Falsification de documents, faux et usage de faux, les margouillas n'ont pas de limite. Sur 9 millions de prêts, j'ai pu avoir 900 000. Ça veut dire le 10e du prêt. Tout ce qui a été débloqué. Il y a eu tellement de déductions que, je n'ai eu que 900 000. La patte du lion revient au faussaire qui a siphonné l'argent sur le compte. Sur les 9 millions, là, il reste beaucoup à payer. Puisque moi-même, je ne peux plus retirer l'argent sur mon compte courant. Le terrain d'exercice par excellence des margouillas est la commune des affaires, le plateau. Nous nous y rendons en caméra discrète en nous faisant passer pour un fonctionnaire en quête de prêt d'urgence. Ici, à la cité financière, siège de la direction de la solde, nous n'avons pas du mal à trouver un prêteur. Ce jeune en t-shirt gris nous propose ses services. Écoutez plutôt. C'est toi de donner relevé de l'école. D'accord. Comme bulletin de salaire. D'accord. On paye la quantité de 2 000 francs. On va le payer dans la main de crédit. Tu as besoin de 200 000, on besoin de 200 000 francs pour eux. Aujourd'hui, je peux avoir même l'argent sur le Si tu as l'argent, tout à l'heure, moi j'appelle pour ta quantité. Si tu as envie de ta quantité là, on entame les petits talents aujourd'hui. Après ces échanges, notre profil semble intéresser le prêteur. Il appelle un de ses supérieurs spécialisé selon lui dans la vente d'appareils électroménagers. Ce dernier lui communique un contact qui est chargé à son tour de vérifier notre matricule de fonctionnaire et notre capacité financière auprès de la solde. Vous faire acheter de l'électroménager est un système savamment organisé pour contourner la quotité cessible et vous pousser à l'endettement beaucoup plus que votre capacité financière pourrait le permettre. Plus d'une victime ont été ruinées avec ce système. On devait prélever 24 000 francs sur 3 ans, ce qui était prenable pour moi. Et de 24 000, 24 000, on est passé à 83 000. Bon, ça me paraissait un peu flou, mais comme je m'étais déjà engagé, je me suis dit, on va voir la fin. Et on a tout fait, le bon de la marchandise est sorti parce que ça sort sur un bon. On m'a remis le bon. Finalement, sur 2 800 000 francs CFA de bons de sortie de marchandises, cet enseignant n'aura que 250 000 en espèces et les marchandises ne lui seront jamais livrées. Comme la marchandise est déjà dans le hall de la maison des Côte Ivoiriennes, il faut qu'on dégage. Donc ce que nous allons faire, monsieur, on ne peut pas attendre demain. Et voici une somme de 250 000 comme avance pour que tu sois sûr. D'ici demain matin, je prends le bon et je livre la marchandise et je t'appelle pour le reste de l'argent. Aujourd'hui, l'entreprise mise en cause a fermé, mais d'autres opèrent avec le même procédé. Nous nous sommes procurés des bulletins de salaire de plusieurs victimes. Sur ce bulletin, appartenant à un instituteur, 4 prélèvements en faveur de CK Service. C'est une entreprise d'électroménager. Dans les faits, il s'agit d'une société écran qui a les mêmes pratiques que la première société citée. Le reste à précompter pour les 4 achats, un cumul de plus de 5 800 000 francs CFA, c'est l'équivalent de 27 mois de salaire net de ce fonctionnaire. Malgré cette dette énorme, cet instituteur est beaucoup mieux loti que ce sous-officier de police à qui il ne reste que 49 000 francs pour vivre une fois tous les prélèvements effectués. Comment peut-on exécuter de telles retenues à la source au point de mettre à mal la quotité cessible? La réglementation en vigueur prescrit que le salaire ne doit pas subir de prélèvement au-delà de la quotité cessible ou saisissable qui représente le tiers du salaire. Le ministère du Budget
et du portefeuille de l'État, tutelle de la solde, n'a pas donné de suite à notre demande d'interview. Dans ce document reçu auprès des victimes, la solde explique que les prélèvements résultent d'application de décisions de justice, elle-même étant la conséquence de contrats privés entre le fonctionnaire et ses entreprises. L'ONG EFAD comptabilise 72 000 fonctionnaires victimes des magouillards. La société ivoirienne tout entière est gangrénée par ce système. C'est dommage que vraiment on n'en parle pas. Mais sinon, dans les victimes, il y a des sous-préfets, il y a des ambassadeurs, il y a tout le monde dedans. Parce que les victimes ne veulent même pas qu'on sache qu'elles sont victimes de ce système. Il a fallu qu'on amène les gens, on les sensibilise à ce que nous puissions découvrir des victimes du système. En février 2019, ces fictifs fonctionnaires d'alors étaient sensibilisés sur le phénomène. Il est important que nous informons tous les fonctionnaires ou alors les futurs fonctionnaires à ne pas rentrer dans ce système-là. Un gendarme qui est victime d'un usurier, il est toujours en position de corruptibilité. Pour éviter le piège de l'endettement auprès d'usuriers, cet expert propose l'éducation financière des salariés. Vous êtes jeune, vous êtes à la maison, vous avez un boulot. Automatiquement, ce jeune-là va prendre une maison avec les charges qui y vont, le loyer, etc., etc. Or, dès qu'on commence à travailler, on doit d'abord constituer un fonds d'urgence. Le fonds d'urgence, c'est au minimum 3 mois de salaire ou 12 mois de salaire. Après ce fonds d'urgence, maintenant, on peut passer à une deuxième étape, chercher à déménager autre. Lorsqu'on a ce fonds d'urgence, qu'on ne touche pas, et il y a des situations urgentes, on peut automatiquement utiliser cette somme-là pour gérer les urgences. Ça, déjà, ça amortit. Mieux gérer l'argent. Cela passe par l'établissement d'un budget personnel, par l'épargne mensuelle et par l'investissement à la bourse. En juillet 2014, l'Assemblée nationale a révisité la loi de 1978 de l'Union monétaire ouest-africaine, UMOA. Elle a voté la loi interdisant la pratique usuraire. Toute personne qui tombe sous le coup de cette loi sera punie d'un emprisonnement de 2 mois à 2 ans et d'une amende de 100 000 à 5 millions de francs CFA ou de l'une de ces 2 peines seulement. Les récidivistes encourent un maximum de 5 ans d'emprisonnement et de 15 millions de francs CFA d'amende. Les margouillards, véritable piège à éviter. Un sujet du service des grandes enquêtes de la rédaction de RTI. Madame, Monsieur, ici nous parlions de sécurité routière. La mairie de la commune de Yopougon a abrité la fin des activités de la 10e édition de la Semaine nationale de sécurité routière, démarrée le 3 novembre dernier. Les usagers de la route ont été sensibilisés au respect des règles de sécurité routière. Frédéric Oulaï, Didier Nguessan. Sur la section de l'autoroute allant d'Adjamé à Yopougon, des bouchons occasionnent un ralentissement de la circulation. La congestion impacte même les ruelles de la commune de Yopougon. Ces embouteillages, bravés au quotidien par les automobilistes, sont dus à des accidents, à la mauvaise conduite, mais également à l'occupation anarchique du trottoir. Le ministère des Transports axe la 10e édition de la Semaine nationale de la sécurité routière sur la cohabitation des usagers dans la circulation pour des routes plus sûres. Beaucoup d'hommes ne viennent pas à Yopougon à cause de l'embouteillage. Ou bien quand on vient à Yopougon, soit très tôt ou très tard. Mais c'est pour venir ressortir tous ces problèmes que nous sommes justement là pour apporter notre contribution et échanger donc avec les autorités municipales. Des obstacles à la circulation qu'entend lever le ministère des Transports avec le concours des forces vives de la commune. Le conseil municipal de Yopougon marque son adhésion à l'initiative. La police municipale a été instruite afin de régler le problème d'embouteillage au niveau de Yopougon. Parce qu'il a constaté que Yopougon, par les grands travaux qui ont lieu au niveau de la commune de Yopougon, les embouteillages sont devenus très monstres. Et la police municipale a été mise à contribution. Au-delà de cela, une campagne de sensibilisation a commencé déjà auprès des populations afin de libérer les artères. Cette sensibilisation à la veille des fêtes de fin d'année interpelle les usagers à prendre leurs responsabilités en vue de réduire les accidents de la circulation. Un mot de culture dans ce journal. Du 23 au 25 novembre prochain se tiendra la première édition du Festival international de la musique militaire et civile. Les organisateurs de l'événement ont porté l'information à la presse et lui ont partagé certains détails relatifs à l'événement. Kadi Koné, Léon Brou.
La musique, désormais au service du renforcement des liens armées-nations. En témoigne le prochain plateau de rencontre entre musique militaire et musique civile. Ce festival international, le tout premier du genre, se tient du 23 au 25 novembre 2023 à Abidjan et convoque sur la même scène artistes, musiciens militaires et civils. Ce cadre d'échange permettra d'ouvrir les prestations de la musique à l'ensemble de la population. Il est ouvert au grand public. Les musiques militaires sont des services publics, donc ils se mettent à la disposition de la population pour leur montrer ce qu'ils ont dans leur répertoire. Les militaires, pour une fois, sortent des casernes pour mettre ce qu'ils savent faire, en l'occurrence sur le plan musical, à la portée des civils. Il était bon pour nous, professionnels de la musique, professionnels des métiers de la musique, de nous y intéresser à l'effet de voir comment faire chemin avec les militaires dans la diffusion, la promotion et la création même musicale en Côte d'Ivoire. Au programme de ce premier festival international des musiques militaires et civiles, parade militaire, exécution des hymnes nationaux de pays africains, distinction des meilleurs musiciens et groupes artistiques. À l'honneur, le Gabon et le Togo. Et dans l'actualité internationale présidentielle au Libéria, le président sortant du Libéria, George Weah, admis hier vendredi sa défaite à l'élection présidentielle qui l'opposait à Joseph Boakai, qui fut de 2006 et 2018 le vice-président d'Ellen Johnson Sirleaf, première femme élue chef d'État en Afrique. Les résultats publiés hier vendredi par la commission électorale après des votes dépouillés dans plus de 99% des bureaux donnaient 50,89% à Joseph Boakai, qui est âgé de 78 ans, et 49,11% à George Weah. Environ 2,4 millions de Libériens, rappelons-le, étaient appelés aux urnes mardi dernier et le taux de participation au scrutin a dépassé les 65% selon les chiffres publiés sur le site de la commission électorale. Voilà qui marque la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire.